Dag allemaal, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires extérieures et surtout aujourd'hui européennes. Alors je remplace Peter pendant quelques minutes. Il est un peu en retard, il a plein d'occupations comme vous le savez. Il m'a envoyé une petite note rappelant que comme c'est une habitude dans notre commission, il faut examiner un peu l'état des transpositions des directives européennes dans notre législation. Ça avait été fait en juillet 2025 et en 2024, année de la présidence européenne de la Belgique, on avait enregistré un déficit de transposition de 0,7%, ce qui était évidemment un bon résultat puisque la norme européenne est de 1%. Donc, à l'époque, on était des bons élèves. Et puis, il y a eu des événements, il y a eu des longues périodes d'affaires courantes et malheureusement, ça a réduit notre rythme d'implémentation dans notre législation des directives européennes. Et on constate aujourd'hui qu'on est entre 2,1 et 2,4% en termes de déficit de transposition. C'est la raison de notre réunion. Et nous allons avoir la chance d'écouter Monsieur le Vice-Premier ministre responsable des Affaires européennes pour essayer de comprendre avec lui pourquoi on a cette augmentation de déficit de transposition et surtout comment on fait pour essayer de le résoudre. Donc, Monsieur le Vice-Premier ministre, j'ai le plaisir de vous passer le relais. Merci Monsieur le Président. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Mes excuses pour les quelques minutes de retard afin de vous rejoindre. Il est vrai qu'il fut un temps où nous fûmes bons élèves et effectivement ce temps est assez révolu. J'étais venu vous exposer au Sénat l'an dernier une série de chiffres avec l'espoir qu'ils s'améliorent un an plus tard. Je dois bien reconnaître qu'il n'en est rien. Que du contraire, on va donc faire cet exercice avec transparence, avec honnêteté également. Merci en tout cas pour cette opportunité de m'adresser à vous. On a fixé, il est vrai, un objectif relativement clair, réduire d'ici mai de l'année prochaine, mai 2027, les déficits de transposition et considérer que c'est l'une de nos priorités, notamment pour renforcer le marché intérieur, parce qu'on est nombreux à se plaindre, et à raison, des difficultés que rencontre l'Europe en termes de compétitivité. On sait qu'un grand nombre, plus de 50% parfois, des barrières sont intérieures au marché et ont des effets délétères équivalents à des tarifs douaniers. Et donc pour ça, il faut que nous puissions aussi balayer devant notre porte nous, pays européens, dans leur ensemble, mais nous, Belgique, également. L'objectif, c'est également de s'inscrire pleinement dans la stratégie de la Commission européenne, qui met en évidence, à travers les indicateurs que l'on appelle les Terrible 10, les retards qui freinent le bon fonctionnement du marché intérieur. Il faut le rappeler, une transposition dans les délais, ce n'est pas un détail technique. C'est un enjeu économique, et c'est aussi une question de crédibilité. C'est un enjeu économique aussi pour les entreprises, pour lesquelles c'est en sus une question de sécurité juridique, de garantie de celle-ci et de concurrence équitable, parce que lorsqu'on évoluons dans un monde européen dans lequel une série d'autres pays voisins ont déjà réalisé la transposition et la Belgique pas, inévitablement, ça crée aussi un handicap de compétitivité pour nos propres entreprises. Et donc, on est loin d'être dans un débat qui est juste de savoir si oui ou non on a une bonne cote, si oui ou non on a fait le suivi administratif adéquat. L'objectif, c'est vraiment d'être efficace. C'est aussi un enjeu pour les citoyens en termes de protection effective de leurs droits. S'agissant de l'Union européenne, c'est aussi la base d'un véritable level playing field et de confiance mutuelle, puisque c'est compliqué d'aller se plaindre de la concurrence déloyale qui peut parfois être à l'origine d'autres puissances géopolitiques quand on crée parfois cette concurrence déloyale de manière interne à défaut de level playing field.
J'ai donc déjà pu aborder cela avec vous l'an dernier. On avait eu d'ailleurs des échanges très intéressants. Je vous propose donc de continuer ensemble cet exercice. D'abord en vous présentant les évolutions de l'année écoulée. Je commencerai par vous faire un point sur la situation actuelle avant d'aborder les défis et nos projets pour l'avenir. Et enfin, nous disposerons de suffisamment de temps pour répondre aux questions et écouter vos éventuelles propositions en la matière. Als lidstaat van de Europese Unie hebben we ons ertoe gebonden om het EU-recht tijdig, volledig en correct te implementeren en toe te passen. We bemerken dat het toezicht van de Commissie verstrengt. In haar recente mededeling van april over eenvoudiger, duidelijker en beter gehandhaafde EU-regels spreekt de Commissie de lidstaten in duidelijkere en dwingende bewoordingen aan op haar verplichtingen. We verwachten dat verwijzingen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie daarom sneller zullen volgen. De commissie schakelt in hoger tempo. De lidstaten moeten volgen. En we willen sterker staan als Europees blok. De harmonisering van interne regels is dan ook een prioriteit. Laat mij u herinneren aan het feit dat het omzettingsproces geen louter administratieve formaliteit is. Comme je viens de le dire. Net zoals wij actief deelnemen aan de Europese onderhandelingen voor de opmaak van een nieuwe richtlijn, dienen wij deze nadien ook tijdig en volledig om te zetten. Dit garandeert dat onze burgers en ondernemingen echt gebruik kunnen maken van nieuwe regels. Wanneer dit niet gebeurt, ontvangt ons land automatisch een ingebrekstelling. Blijft de volledige omzetting uit, dan volgt een met de redenen omklede advies, waarna in laatste instantie de Commissie de lidstaat verwijst naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. Bij laaitijdige omzetting zal het Hof van Justitie reeds bij een eerste veroordeling financiële sancties opleggen. Mijn diensten fungeren binnen België als schakel tussen de Commissie en België, staan in voor een actuele overzicht en nemen een coördinerende rol op om waar nodig vroegtijdige potentiële problemen te signaleren. Op administratief niveau bestaat een netwerk van eurocoördinatoren. Zij fungeren als contactpersonen binnen alle Belgische entiteiten. Het netwerk komt maandelijks samen en deelt informatie over de stand van zaken in de verschillende omzettingsprocedures met de FOD Buitenlandse Zaken. Dit is essentieel om een correct overzicht te kunnen behouden. Daarnaast zet ik de omzetting en de inbreuken elke maand op de agenda van de ministerraad en van elk gewoon overlegcomité. Dit is de gelegenheid om alle betrokken kabinetten te wijzen op hun verplichtingen. Les amendes, on le sait, je l'avais déjà évoqué l'an dernier, sont loin d'être négligeables et selon la méthode de calcul actuelle de la Commission, celle-ci exigera de la Belgique au minimum 3 millions d'euros en cas de renvoi devant la Cour. Si, à la date de l'arrêt de la Cour, notre pays ne répond toujours pas aux manquements constatés par celle-ci, des astreintes peuvent également être imposées, allant d'environ 3 000 euros à 200 000 euros par jour, et ce jusqu'à la date où la Belgique se conformera à la norme européenne. Alors vous imaginez ces sommes, cumulées au nombre de dossiers que nous avons de retard, et les montants que ça peut potentiellement représenter. En 2025, 2 dossiers ont conduit à une condamnation pour laquelle nous avons dû payer de telles amendes. Les renvois devant la Cour de justice dataient, dans ces 2 cas de figure, respectivement de 2023 et de 2024, donc avant le gouvernement actuel, et concernaient des retards de transposition pour la directive Open Data et la directive Work-Life Balance. Dans ces 2 dossiers, des difficultés ont en réalité été constatées au niveau du pilote, c'est-à-dire au niveau de l'administration et de l'autorité chargée de diriger le dossier et d'assurer la coordination avec les autres entités impliquées. Par conséquent,
mes services ont rédigé des lignes directrices spécialement destinées aux experts des administrations, assumant ce rôle de pilote, dans le but de renforcer la proactivité et la collaboration entre les entités. D'autres facteurs peuvent également expliquer les 2 retards, comme le nombre d'entités concernées. S'agissant de la directive Work-Life Balance, pas moins de 10 entités différentes étaient compétentes pour sa transposition. Ça, c'est évidemment la beauté de la Belgique. Pour rappel, la Belgique n'est aux yeux de l'Europe considérée comme en ordre au niveau des transpositions que lorsque toutes les entités ont achevé le processus. Donc quand vous en avez 10 qui doivent prendre une décision, tant que 9 l'ont fait mais la 10e pas, ça ne marche pas. Il faut bien reconnaître qu'avec tout le délai que nous avons connu ces derniers temps avec la période d'affaires courantes à Bruxelles, par exemple, ça a eu un impact direct aussi sur l'ensemble de ces retards. Pour les 2 affaires que je viens de vous évoquer, notre pays a dû verser au total plus de 4,4 millions d'euros à la Commission européenne. De l'argent, reconnaissons-le, que nous aurions pu consacrer à des causes bien plus utiles compte tenu des défis budgétaires actuels. Ons land bevindt zich al geruime tijd bij de slechtst presterende EU-lidstaten op het vlak van de implementatie en toepassing van het EU-recht. Dit moet absoluut veranderen. De voorbije jaren hebben men diensten ingezet op het verbeteren van de werkmethodes en de versterking van de relaties tussen de intra-Belgische actoren. Op dit moment telt België 32 omzettingen waarvoor de omzettingstermijn is verstreken en ons land nog geen volledige omzetting heeft meegedeeld. Vorig jaar bedroeg dit aantal 23. Dit was reeds ook. Sindsdien is dat enkel achteruit gegaan. Et parmi ces 32 transpositions, 17 relèvent d'une compétence mixte. Cela signifie que plusieurs administrations fédérales et fédérées doivent collaborer, doivent se concerter, doivent se coordonner. La structure fédérale belge est particulière, mais en tout état de cause, cela ne peut pas servir d'excuse. Il convient de souligner que des retards surviennent également lorsque les compétences sont exclusivement fédérales. Nous comptons en effet 13 directives en retard de transposition au seul niveau fédéral, contre 2 directives de compétences exclusivement fédérées. De FOD Buitenlandse Zaken publiceert maandelijks een staat van zaken inzake de omzetting van richtlijnen op haar website. In deze tabel worden alle richtlijnen opgenomen waarvan de omzettingstermijn binnen het komende 1,5 jaar verstrijkt en die nog niet volledig zijn omgezet. Vous connaissez déjà probablement le Single Market Scoreboard. La DG Grow de la Commission européenne utilise cet instrument pour évaluer chaque année le marché intérieur. Une évaluation intermédiaire est réalisée en juin, suivie d'une évaluation officielle en décembre. Tous les États membres sont classés selon différents indicateurs. Et il est important de souligner que seuls les dossiers relatifs au marché intérieur sont pris en considération. Ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, c'est donc le déficit de transposition et le déficit de conformité. Het omzettingstekort betreft het percentage van alle interne marktrichtlijnen dat een lidstaat niet volledig heeft omgezet op het moment van de afsluiting van het scoreboard. De Europese Commissie hanteert een maximum van 1%. In december 2025 kwamen wij uit op 1,7%. Volgens de inschatting van mijn diensten loopt dit tekort verder op tot 2% bij de afsluiting van het scoreboard op 10 juni, morgen dus. Tegen december komen er nog 21 bijkomende omzettingsdeadlines aan. Vous voyez ici l'évolution du déficit de transposition de la Belgique par rapport à la moyenne européenne.
on observe une baisse systématique en période d'affaires courantes. La transposition devient alors une priorité, souvent davantage en fin de législature. Notre défi est pourtant clair, nous devons rompre durablement avec cette logique, récupérer le retard accumulé à cause des affaires courantes et agir beaucoup plus tôt. Een andere belangrijke indicator is het conformiteitstekort. Dit heeft geen betrekking op de tijdigheid van de opzetting, maar op de correctheid ervan. Hier presteren wij rond het gemiddelde van de Europese Unie. Passons maintenant aux infractions aux droits de l'Union européenne. La Belgique compte actuellement 86 procédures d'infraction en cours, soit un résultat à nouveau particulièrement élevé. L'an dernier, ce total s'élevait à 72 procédures. À l'heure actuelle, notre pays figure parmi les 3 États membres de l'Union européenne les moins performants en matière d'infraction, aux côtés de l'Espagne et de la Pologne. We kunnen deze inbreuken indelen in 4 categorieën. Eerst, bijna de helft van de inbreukprocedures in België heeft betrekking op laattijdige omzetting, ook wel niet-mededeling genoemd. De overige omvatten. 2, niet-conformiteit, met andere woorden de onjuiste omzetting van richtlijnen. 3, inbreuken op verdragen, veroordelingen of besluiten. En 4, de onjuiste toepassing van het EU-recht. Mes services en termes d'analyse des risques continuent d'étudier chaque mois les dossiers qui présentent un risque de saisine de la Cour. Vu l'impact considérable des sanctions financières que j'ai rappelées en introduction, je vais aujourd'hui vous exposer ces 4 figures. Pour les retards de transposition, la Commission applique ses propres délais. 1 an après l'échéance et 6 mois après l'avis motivé, une saisine est probable avec demande de sanction. Pour les autres infractions, les sanctions interviennent après une première condamnation en cas de non-exécution de l'arrêt. Le risque existe donc dès ce premier jugement. À ce jour, notre pays compte 3 dossiers à haut risque, tous liés à des retards de transposition. Concrètement, une saisine avec sanction peut donc intervenir à tout moment. Le premier dossier concerne la non-transposition de la directive relative à la contribution de l'aviation à l'objectif de réduction des émissions, également appelé ETS Aviation. Le délai de transposition est dépassé depuis fin 2023. Ici, seule la Flandre doit encore adopter des mesures, mais elle a indiqué ne pas pouvoir achever la transposition avant décembre 2027. Le deuxième dossier concerne la non-transposition de la directive relative aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre, directive appelée également ETS 1. Le délai était également fixé fin 2023. Il s'agit d'une compétence mixte entre la ministre chargée de la mer du Nord et les régions. Et à ce stade, aucune date claire n'a encore été fixée pour une transposition intégrale. Le troisième dossier concerne la non-transposition de la directive relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des États membres, dont le délai était fixé à décembre 2024. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont compétents en la matière et selon les informations disponibles, la transposition devrait être finalisée cet été. Mes services et moi rappelons régulièrement les responsabilités en jeu ainsi que les potentielles conséquences de ces infractions. Pour rappel, 1 fois par mois, je viens avec ce dossier au Conseil des ministres pour sensibiliser chacun de mes collègues et à chaque comité de concertation, nous en parlons. J'y reviendrai d'ailleurs plus tard. J'ai annoncé à mes collègues du comité de concertation que j'allais proposer aussi un cadre de responsabilisation financière parce que même lorsque les retards sont accumulés en raison d'un défaut qui vient d'une entité fédérée, c'est à chaque fois uniquement la Belgique
étant reconnu comme interlocuteur par l'Union européenne, qui reçoit l'amende et qui doit donc la payer. Trop is te veel, et donc j'ai clairement dit que nous allions prévoir un mécanisme, concerté bien entendu, pour que l'on puisse plus facilement ventiler les montants des amendes entre les entités qui sont responsables des retards. Sans quoi c'est un peu facile, il n'y a pas vraiment d'incitant pour les régions de se dépêcher, puisque de toute manière, quand il y a une sanction financière, c'est le fédéral qui paye. Continuons. Momenteel lopen er 2 zaken bij het Hof, zonder dat financiële sancties worden gevraagd. 1 over de niet-naleving van de nitratrichtlijn en 1 over de belastingvrijstelling voor spaarboekjes die de vrije dienstverlening belemmert. Ik gaf eerder al aan dat België recent in 2 zaken veroordeeld is tot een forfaitaire boete van meer dan 4 miljoen euro. België kent momenteel arresten die nog niet werden uitgevoerd. De verplichting voor overheden om hun betalingstermijnen na te leven en de Breinewet. Dat onderstreept hoe belangrijk het is om arresten snel uit te voeren om bijkomende sancties te voorkomen. Mijn dienst en ikzelf volgen het proces van nabij op, enerzijds door regelmatig te rapporteren naar de ministerraad en het overlegcomité, en anderzijds via persoonlijke brieven gericht aan mijn collega's ministers. Dit om de aandacht te vestigen op de politieke verantwoordelijkheid, de urgentie en de uitvoering van veroordelingen. Pourquoi alors, chers collègues, les chiffres sont-ils moins bons cette année que l'an dernier? En matière de transposition, il y a d'abord un décalage entre notre calendrier parlementaire et le calendrier européen. Concrètement, les États membres sont évalués début juin et début décembre, alors que chez nous, de nombreux textes ne sont adoptés qu'à la toute fin de la session parlementaire, en juillet et en décembre. Ce décalage de quelques semaines suffit pourtant à dégrader significativement nos résultats. Ensuite, parce que je ne voudrais pas que ce calendrier puisse être utilisé comme une excuse, nos administrations sont fortement mises sous pression lorsque des paquets législatifs importants sont adoptés. C'est notamment le cas dans les domaines de l'énergie et du climat, où les directives sont nombreuses, complexes et nécessitent beaucoup de mesures de mise en œuvre dans des délais souvent peu réalistes pour la Belgique, compte tenu de son architecture institutionnelle. À cela s'ajoute la complexité, précisément, de notre lasagne institutionnelle qui impose une coordination entre le niveau fédéral et les entités fédérées. Et enfin, il faut oser le dire clairement aussi, il existe un manque de motivation, de mobilisation politique face aux responsabilités qui échoient à chacun. La transposition n'est pas toujours traitée comme une priorité, ce qui entraîne des retards qui sont pourtant évitables et des dépenses en sanctions et amendes que nous pourrions utiliser autrement. Concrètement, comment expliquer donc le processus concret sur le terrain? Cela commence déjà au niveau du retard, au stade de la répartition des compétences. Mes services informent le réseau d'eurocoordinateurs des nouvelles propositions de directives et publications de directives, mais les premiers indices prennent parfois un temps considérable. Des discussions émergent régulièrement sur certains articles et plus particulièrement sur la question de savoir s'ils relèvent de la compétence fédérale ou des entités fédérées. Donc déjà, ça chipote parfois entre nous, en intra-belge, pour se mettre d'accord, pour voir ce qui relève d'un niveau de pouvoir ou d'un autre. En outre, nous constatons que les administrations n'entament pas systématiquement les travaux après la publication d'une directive. Alors cela peut être dû à des délais de transposition longs, en se disant bon, finalement ça doit être transposé pour dans 2 ans, donc on a encore le temps, jusqu'à être rattrapé. Ça peut également parfois venir du fait que d'autres projets sont jugés plus urgents à devoir traiter. Des discussions peuvent également survenir entre les cabinets compétents quant à l'approche à devoir mener et au calendrier. Il y a parfois un manque d'instructions ministérielles
ou parfois des instructions contradictoires. Par ailleurs, les demandes d'avis auprès d'organes tels que l'autorité de protection des données ou la consultation d'organes d'avis externes, comme le Conseil national du travail, prennent également un temps non négligeable. Au cours de cette année, nous avons en outre constaté de plus en plus de retard au sein de la Chambre, tant en commission qu'en séance plénière. Certains projets et propositions de loi urgents y sont traités de manière prioritaire, je le comprends bien, alors même que la législation transposant une directive européenne est rarement considérée comme prioritaire. Et donc, à chaque fois, elle recule dans l'ordre du jour. Même un délai de transposition dépassé ne constitue pas un motif d'urgence. Alors qu'au contraire, si on veut réduire les risques de sanctions et de saisine, il ne faut pas avoir le réflexe de se dire « bof, délai déjà dépassé, donc un peu plus ou un peu moins ». C'est un mauvais réflexe. On sait aussi que le règlement de la Chambre prévoit que les lois programmes et les budgets ont la priorité. C'est notamment ce qui s'est passé fin 2025, contribuant notamment au déficit élevé de transposition obtenu. Enfin, diverses formalités entraînent également des retards supplémentaires. Ainsi, la signature par les ministres compétents et par le roi peut également prendre quelques semaines. Enfin, l'échange d'informations entre les administrations et les cabinets ne se déroule pas toujours de manière fluide et mes services, comme coordinateurs, s'efforcent d'y remédier. We hebben het voorbije jaar nochtans niet stilgestaan. Mijn diensten zijn in gesprek gegaan met de kabinetten van de minister-presidenten van de gewesten en met de federale kabinetten die het zwakste scoren op het vlak van omzetting, met als doel problemen op te sporen en een duidelijke boodschap mee te geven. De omzetting van richtlijnen en meer algemeen de naleving van het Europees recht is en moet een prioriteit zijn. Verder zijn we bezig met het verbeteren van de werkmethodes met als doel pilotadministraties beter te begeleiden tijdens het omzettingsproces. Er wordt ook sterker ingezet op anticipatie. Dit gebeurt door nieuwe voorstellen van richtlijnen van nabij op te volgen en door impactfiches te verzamelen. Tegelijkertijd blijft het Eurocoördinatorennetwerk zich verder versterken. Zo werd de bijkomende Eurocoördinator aangeduid bij de FOD-kansellerijen, de gemeenschapcommissie en de Frans gemeenschapcommissie, gezien ook zij over regelgevende bevoegdheden beschikken. Bovendien werden de samenwerkingsverbanden met andere cruciale actoren, zoals de Raad van State en het secretariaat-generaal van de Europese Commissie, verder versterkt. Zoals ik al aangaf, moeten wij onze inspanningen verder opdrijven. De prioriteit is duidelijk: financiële sancties vermijden. Die zijn reëel en zeer pijnlijk in de huidige budgettaire situatie. Daarom is het essentieel dat wij zo snel mogelijk tot een duidelijke mechanisme komen voor de verdeling van die sancties. In principe betaalt wie verantwoordelijk is voor de inbreuk. Maar in de praktijk blijft dat moeilijk. Meerdere overheden zijn betrokken en verantwoordelijkheden verschuiven. Dit heeft als gevolg dat federaal vandaag nog steeds moet betalen voor de fouten van de gefedereerde entiteit. Die complexiteit mag echter geen excuus meer zijn. Als we de verantwoordelijkheden niet scherp stellen, riskeren wij dat de financiële gevolgen collectief gedragen worden en dus uiteindelijk bij de belastingbetaler terechtkomen. Er lopen momenteel gesprekken met het kabinet van de premier. Nadien moet het overlegcomité zich buigen over een concreet voorstel om tot een eerlijke verdeling te komen, als ook eigenaarschap en verantwoordelijkheid te garanderen. Daarnaast werken wij in dienst aan manieren om het omzettingsproces te versnellen en efficiënter te maken.
We kijken ook kritisch naar wetsontwerpen om te vermijden dat er bijkomende elementen worden toegevoegd die niets met de omzetting te maken hebben en voor vertraging zorgen. Tot slot worden binnenkort de vernieuwde databank Eurtransbel na een lange ontwikkelingsperiode gelanceerd. Deze databank zal de informatieuitwisseling tussen mijn diensten en de Euro-coördinatoren aanzienlijk verbeteren en bijdragen aan een efficiëntere opvolging en rapportering. Comme vous avez pu le constater, les chiffres ne sont pas meilleurs cette année, ils ne se sont guère améliorés malgré les efforts importants qui ont déjà été fournis. Notre situation actuelle témoigne de problèmes structurels évidents qui ne peuvent pas tous être résolus à court terme, mais pour lesquels il est important, pour ne pas dire urgent, que l'ensemble des collègues, quel que soit le niveau de pouvoir, décident d'en faire une priorité. C'est en tout cas l'une des miennes au cours de cette législature, pour pouvoir pas seulement apparaître dans le baromètre des bons élèves de l'Europe, mais pour pouvoir surtout réduire les freins au bénéfice d'une compétitivité saine pour notre économie, nos entreprises, favoriser le level playing field, favoriser aussi les garanties juridiques pour chacun. C'est une responsabilité commune. Il m'est choix d'être le coordinateur, parfois un petit peu le maître d'école en montrant le grand doigt aux uns et aux autres, mais je ne sais pas faire leur devoir à leur place. Je compte donc sur vous également, chers parlementaires, pour continuer à suivre de près la transposition de l'ensemble de ces directives européennes. Je rappelle, elles sont disponibles en ligne sur le website et vous avez en temps réel l'évolution des choses, y compris les retards. Donc si vous voulez vous référer à cela pour faire les aiguillons, n'hésitez pas. Je pense que nous devons être tous collectivement tenus responsables à cet égard. Ce sont quand même des millions d'euros d'argent public qui ont été perdus l'an dernier, qui pourraient potentiellement l'être encore cette année, alors qu'on le sait, ces ressources auraient pu certainement être mieux utilisées. Voilà donc qui va clôturer mon exposé. Je vous remercie bien entendu pour votre écoute et attention, et je me tiens à votre disposition pour vos réflexions et éventuelles questions. Dank u, voorzitter. Merci, monsieur de ministre. Iedereen moet daarin zijn rol spelen. Ik denk dat wij met de plenaire misschien vorige week een beetje die rol ook hebben gespeeld. Wetsontwerp betreffende de inbreukprocedures, zo is vorige week beslist. Bij de wijziging van het reglement krijgen voorrang, urgentie bij de behandeling. Dus ook dat kan een elementje zijn in het wegwerken van het euvel. Bedankt, meneer de minister. En het licht begint al te schijnen. Dat zal zeker de collega's inspireren. Pour le ME, monsieur Piebeux, Madame Debu. Madame Debu. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Vice-Premier ministre. Merci pour votre exposé, je crois, très clair et surtout tout à fait transparent pour ces données. C'est un sujet effectivement très sensible. Comme vous le savez, j'ai siégé dans un gouvernement régional et tous les mois, nous étions aussi amenés à examiner l'évolution des transpositions et c'est effectivement pas un exercice facile. Vous avez beaucoup argumenté, en tout cas expliqué les causes qui peuvent expliquer ces retards. Et le président éphémère de cette commission, M. Benoît Piedboeuf, a expliqué, si j'ai bien compris, que durant la présidence européenne, nous avions vraiment réduit notre retard. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc quand on veut, on peut. Donc, quand même encore des questions que l'on se pose sur les causes. Et c'est vrai qu'il faut non seulement rattraper le retard, mais surtout éviter de prendre du retard sur les directives à venir. Donc peut-être avoir une méthode directement opérationnelle pour éviter ce retard pour les directives actuelles et à venir, parce que selon le dernier rapport des coordinateurs, mais vous l'avez vous-même évoqué, hein, donc du 21 avril 2026, on peut
on peut lire que nous arriverons probablement à 100 infractions d'ici septembre 2026. Donc vous avez été très, très franc, vous avez dit entre 2025 et 2026, il n'y a pas eu de progrès, mais vraisemblablement, on ne voit pas encore véritablement le basculement pour réduire ce nombre d'infractions. Et donc, voilà, je crois que vous avez expliqué une volonté de renforcer la coordination. C'est important, le fédéral et les entités fédérées, ça semble assez incroyable, interpellant que ça prenne aussi autant de temps pour répartir un peu les compétences entre les différentes entités. Et surtout, comment voilà, il y a vos propositions sur le cadre de responsabilité financière. Je crois que voilà, c'est important d'effectivement responsabiliser chaque entité. Quelles sont vous l'avez un peu évoqué, mais quelles sont l'évolution des réflexions à ce sujet, parce que si déjà on n'est pas toujours d'accord sur la répartition des compétences, sur la responsabilisation financière, ça risque aussi d'être compliqué. Mais surtout, voilà, j'aurais aimé peut-être un peu en savoir plus sur cette plateforme Transbel que vous avez évoquée vraiment en toute fin d'exposé, en quoi cela va vraiment véritablement être un élément qui va améliorer le travail entre les différentes entités. Et alors, je m'étonne aussi du manque de motivation politique, parce que voilà, c'est quand même important aussi de ne pas être le mauvais élève. Et donc, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça? Voilà, mais en tout cas, merci. Vous avez déjà été très complet, Monsieur le Vice-Premier, dans votre exposé. Merci, Madame Debuy. Madame Alouche. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Premier ministre. Merci pour l'exposé très complet pour commencer. Alors, la transposition des directives européennes, vous l'avez dit, est au cœur du fonctionnement de l'Union, vu que cela garantit que les droits adoptés au niveau européen deviennent effectifs pour nos citoyens et nos entreprises. Et force est de constater, comme vous l'avez également dit, que la Belgique, mais elle reste confrontée à des difficultés structurelles. On est l'un des pays les moins performants, on l'a dit également, et on a un déficit qui est élevé, un nombre important de procédures d'infractions en cours. On était resté au nombre de 73 et vous l'avez mis à jour aujourd'hui en nous citant le chiffre de 86. Alors, ces retards ne sont pas sans conséquences. Vous avez beaucoup insisté sur l'aspect économique, mais évidemment, il y a la sécurité juridique, il y a tout ce qui va fragiliser notre crédibilité européenne, et puis la question des sanctions financières, parce que payer 4 millions d'euros de sanctions, là où, évidemment, cela serait beaucoup plus utile ailleurs, évidemment que c'est un problème important. Alors, vous avez également cité quelques causes, et on les connaît, la complexité institutionnelle, la dispersion des compétences, les difficultés de coordination entre niveaux de pouvoir, voire entre cabinets, vous l'avez évoqué. Mais ces constats, maintenant, on les connaît et c'est pas nouveau. On en a d'ailleurs discuté il y a un an quand on était venu sur le même sujet. Et donc aujourd'hui, voilà, il s'agit de dépasser le moment du diagnostic et de passer vraiment à celle des solutions, parce que tout cela, évidemment, a des conséquences concrètes, même pour la transposition de directives qui concernent des normes environnementales, sociales ou protection des consommateurs. C'est très concret pour les citoyens belges. Quelques questions pour compléter. Vous avez été vraiment assez exhaustif, en tout cas, concernant les chiffres, à la fois sur les retards de transposition et aussi de mauvaises transpositions et des saisines en cours. Peut-être une question sur les sanctions financières. Quel est le risque financier pour la Belgique aujourd'hui si ces retards persistent? Donc sur les dossiers qui sont connus, parce que la fourchette que vous avez donnée est assez large de sanctions financières. Donc, est-ce que vous avez une évaluation de cela, comme vous rencontrez les partenaires comment régulièrement? Je suppose que vous leur rappelez aussi, mais le risque financier qui est là. Ensuite, concernant tout ce qui est coordination, vous avez évoqué un tas de pistes que vous avez mis en place pour essayer de résorber cela, pour l'instant sans résultat probant, vu que les dossiers en souffrance augmentent. Comment vous comptez renforcer le rôle des eurocoordinateurs, par exemple?
sur cet aspect-là. Et alors, vous avez évoqué un mécanisme finalement contraignant pour que chaque entité qui doit prendre sa part de responsabilité dans cette transposition puisse le faire et puis puisse prendre en charge les sanctions financières le cas échéant. Est-ce que vous avez également pensé à un mécanisme incitatif plutôt qu'un mécanisme contraignant? Et pour le reste, eh bien, je pense que ce qui transparaît assez fort, c'est qu'on aimerait pouvoir s'éviter des amendes de cet ordre-là à l'avenir. Et donc, je suis impatient d'entendre vos réponses. Merci. Merci, madame Lunch. Ik heb 2 collega's die vragen hebben in de commissie Financiën. Monsieur Piebeuf en die Nuncio. Dus als die misschien snel nu een vraag stellen, dan kunnen wij verder gaan, maar dan is de vraag gesteld. Monsieur Piebeuf. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Vice-Premier ministre, je voulais vous interroger sur les faits, savoir si vous envoyez des rappels, vous l'avez dit, vous envoyez des rappels tous les mois, et on voit que les rappels ne sont pas toujours suivis des faits. Je vous encourage à continuer à les envoyer à vos collègues. Il y a aussi, j'avais pensé vous poser la question justement de savoir si les entités fédérées assumaient aussi les conséquences financières. Vous avez annoncé un mécanisme pour que ce soit le cas. Ça me paraît en effet indispensable. Au moment où on discute de la répartition des efforts européens entre l'État fédéral et les entités fédérées, ça me paraît indispensable en tout cas de commencer au moins par là. Alors il y a 2 directives qui ne sont pas transposées. Il y a notamment la fameuse, je crois que c'est un article précis, oui, l'article 8, paragraphe 7 de la directive ATAD, qui vise à éviter la double imposition. Alors on sait que la Belgique, à un moment donné, a décidé de ne pas transposer pour que la taxation double incite à ne pas faire des mécanismes pour éviter des impositions. Mais, manque de bol, on s'est fait condamner par la Cour de justice très récemment. Alors, qu'est-ce qu'on va en tirer comme conclusion? Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème de la condamnation par la Cour de justice à la demande d'une entreprise? Et maintenant, nous nous retrouvons dans un cas de double imposition. On l'a voulu, mais maintenant, on est condamné. Donc, il va falloir réagir par rapport à cette transposition de la directive ATAD. Et alors, il y en a une deuxième qui pose problème, évidemment, c'est la fameuse directive sur la transparence salariale. Parce que là, on nous attend aussi au tournant. Donc, est-ce que vous avez une idée, monsieur le vice-premier, de savoir quand vos collègues vont essayer d'implémenter dans notre législation ces 2 directives? Et il y en a une troisième qui est importante, c'est la directive concernant la rénovation énergétique, parce qu'il s'ensuit qu'il peut y avoir des interprétations différentes dans les entités fédérées et au niveau fédéral par rapport à la réglementation sur le PEB. Donc, c'est vraiment 3 directives, en tout cas, qui pose problème, et j'aurais voulu savoir si vous aviez un point de vue à ce sujet. Je vous remercie. Merci, monsieur Piebeuf. Meneer Di Nuncio. Dank u wel, voorzitter. Ik ga het ook wat korter moeten houden. Merci beaucoup aussi pour vos explications, monsieur le ministre. Het gaat inderdaad over veel geld. Jammer dat wij die boetes moeten betalen, maar zeer concreet. U spreekt over de evenwichten die moeten worden gezocht, ook met de gefedereerde entiteiten. Ik heb de indruk, als ik uw uitleg hoor, dat daar, u heeft ook letterlijk gezegd, dat onduidelijkheden over bestaan, over verantwoordelijkheden en eigenaarschap, wie wat moet betalen. Als ik het goed begrepen heb, schieten wij die bedragen voor vanuit de federale overheid. Dus mijn vraag is zeer concreet. Zijn er al terugbetalingen geweest vanuit de regio's? Zijn er openstaande bedragen of vorderingen tussen de federale overheid en bepaalde regio's op vandaag? Of meer in het algemeen? Misschien is dat meer een voorwerp voor een schriftelijke vraag, maar heeft u een becijferd overzicht op dit moment van verantwoordelijkheden en verschuldigde bedragen op vandaag die kunnen gelinkt worden aan bepaalde gefedereerde entiteiten?
activiteiten. Ik denk dat dat interessant is om te zien waar dat die verantwoordelijkheden juist zitten, waar dat ze al duidelijk afgeleid zijn en waar er nog vaagheid en discussie over bestaat. Nu, ik heb begrepen dat het nog allemaal moet worden uitgeklaard op een overlegcomité, maar ik neem aan dat er hier en daar toch al indicaties en duidelijkheden zouden kunnen zijn. Maar ik geef u gelijk, eigenaarschap en verantwoordelijkheid is inderdaad belangrijk, want anders zal men vanuit de gefedereerde entiteiten de druk minder voelen om effectief over te gaan tot omzetting. Een andere vraag, er is hier ook al aangehaald door de collega's, is effectief over het bedrag dat ons boven het hoofd dreigt te hangen en met die hangende procedures, 86 inbreukprocedures. Mijn vraag gaat niet alleen over wat de mogelijke grootheid is van het bedrag, maar of daarvoor ook al provisies zijn aangelegd in de begroting. Dus is dat financieel risico al ergens voorzien? Voor welk bedrag? Zijn wij daar al mee bezig dat we dat mogelijk gaan moeten betalen binnen een bepaalde termijn? Dus concreet, zijn er al provisies voor aangelegd in de begroting en voor welk financieel risico geldt dat dan? Voilà, bij deze mijn beknopte vragen. Ik zal wellicht uw antwoord niet horen, maar ik zal het al lezen in het verslag. Waarvoor dank. Ja, zijn collega's actief in meerdere commissies die parallel lopen. Zo is dat. Monsieur Luchet. Merci, merci Monsieur le Président, merci à Monsieur le Ministre pour son exposé. Moins qu'on puisse dire, c'est que il nous a dit les choses avec le détail nécessaire et avec l'honnêteté qui le caractérise, sans embellir la réalité d'un bilan qui est pour le moins mauvais en termes de transposition, vous l'avez dit vous-même. Au-delà de l'impact financier potentiel, je pense que c'est un élément évidemment d'appréciation. C'est pas très agréable d'être parmi les derniers en matière de transposition au niveau européen, sachant qu'on est un des États fondateurs de l'Union européenne. Par-delà, vous l'avez parfaitement exprimé, j'appuie, c'est surtout l'impact qu'il y a d'imprévisibilité pour les entreprises, parfois pour les citoyens, pour des travailleurs, pour l'emploi, pour des transpositions qui touchent à l'environnement, une forme de concurrence aussi déloyale qui peut intervenir de par des exécutions de transposition avec des calendriers différents entre les États membres. Cela étant, il y a d'une part la transposition, ça c'est une chose, et puis après il y a les exécutions et la façon dont des directives sont réellement mises en œuvre sur le terrain. C'est un autre débat, mais c'est un débat qui me semble tout aussi important, de voir la façon dont les États membres transposent concrètement sur le terrain l'ensemble des obligations dans différents domaines qui créent de façon beaucoup plus structurelle encore de la concurrence déloyale et des incompréhensions entre les États membres au niveau de l'Union européenne. Alors, quelques points d'attention et puis peut-être quelques points de réflexion rapidement. D'une part, on va bientôt, on va rapidement transposer maintenant la partie Pacte européen sur la migration et l'asile par un vote. Il est moins une, comme dirait l'autre, c'est quasiment ce qu'on peut exprimer. Par-delà, il y a, je suppose, toute une série d'arrêtés qui doivent encore être pris d'exécution liés effectivement à ce projet de loi. Pouvez-vous nous dire quelles sont les avancées en la matière? Mon collègue Piedbeuf en a parlé concernant la transparence des rémunérations, directive qui vise à renforcer le principe fondamental de l'égalité de rémunération, porté d'ailleurs par toute une série notamment d'ONG qui ont publié des rapports en la matière, soulignant que les 100 plus grandes entreprises européennes ont versé en moyenne 70% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Cette organisation Oxfam estime qu'une meilleure répartition est la raison des bénéfices qu'on pourrait contribuer à réduire les inégalités, à favoriser les investissements de long terme et à renforcer la compétitivité européenne. Où en est, Monsieur le Ministre, ce processus de transposition de cette directive? Le gouvernement est-il en mesure de confirmer que cette directive sera pleinement transposée dans le délai supplémentaire accordé par la Commission européenne, puisque de mémoire, je pense que c'était fixé aussi à début juin, et qu'on a obtenu 6 mois de rabio en la matière, et c'est un enjeu évidemment important. Quels sont, le cas échéant, les obstacles aujourd'hui ou points d'accroche ou de discussion qui expliquent le retard pris dans cette transposition? Quelles mesures le gouvernement entend-il prendre afin de garantir une application effective de ces nouvelles obligations en matière de transparence salariale? Et également, évidemment, ça nous tient à cœur au niveau des engagés, c'est pas à vous que je dois le dire,
de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Autre élément positif cette fois, puisque l'état d'avancement de la directive travailleurs de plateforme qui est toujours en cours, enfin positif parce qu'il n'y a pas encore de retard, hein, c'est pas parce que c'était transposé, c'est juste parce qu'on n'a pas de retard dans d'autres directives pour le moment, mais plus globalement justement, je pense que vous l'aviez exprimé l'année dernière, sauf erreur de notre part, de ma part, vous aviez fixé comme engagement il y a un an, puisque c'est un rendez-vous annuel que nous avons ici, à minima 5 transpositions prioritaires. Nous y sommes un an plus tard. Quel est le bilan comptable exact de cet engagement? Quand je dis cet engagement que vous portez, mais que vous portez comme porte-parole et pas malheureusement comme coordinateur et pas comme exécutant en ayant la main sur l'ensemble des décisions. Sinon, je ne doute pas une seule seconde que tout serait déjà, toutes ces directives seraient déjà transposées. Les différents retards qui peuvent intervenir, au-delà de ce que vous avez évoqué concernant la sanction financière qui pourrait être également échue aux entités fédérées lorsque ça les touche, je pense qu'on peut essayer de s'inspirer peut-être de modèles dans des pays voisins qui ont des structures d'État qui sont les plus semblables à la nôtre. Je pense à l'Allemagne, notamment État fédéral, qui a un modèle effectivement en matière de transposition qui permet de travailler le plus possible en amont à la source des transpositions, puisque avant même parfois la transposition définitive, ils travaillent déjà dans les derniers jours, en tout cas avant, pour pouvoir être les plus rapides possible en matière de transposition. L'État fédéral et l'Länder s'alignent sur un calendrier de production législative contraignant, mais aussi partagé. Tous ces blocages sont donc traités à la source et pas à la veille des échéances, puisqu'on a l'impression, chez nous, je dis bien ça, et vous, à nouveau, la responsabilité est extrêmement collective, que finalement, l'urgence, c'est l'approche de la sanction financière. Et on est obligé de s'attacher tout le temps à la nouvelle urgence qui arrive parce qu'on a peur de recevoir un coup de bâton sur les doigts, ce qui n'est pas évidemment, me semble-t-il, et vous l'avez partagé dans votre exposé, je vous en remercie, ce qui n'est pas tout à fait la meilleure formule au niveau du management de l'ensemble de ces transpositions. Donc le fait de travailler au maximum en amont, comme c'est le cas notamment en Allemagne ou en Autriche, il y a un système de pilotage unique aussi qui est une belle référence, je pense, sur le plan européen, avec une compétence mixte. La conférence interministérielle en Autriche désigne une seule et unique entité pour rédiger le socle de texte commun, si je puis dire, et les autres entités n'ont plus qu'à, entre guillemets, adopter ce canevas. Bref, ça évite que chacun ne réinvente la roue dans son coin en matière de transposition. Et c'est clair que, je ne connais pas le pourcentage, peut-être que vous le connaissez, le pourcentage de transposition qui touche les entités fédérées, il est largement majoritaire, ce pourcentage-là aujourd'hui. Ça éviterait aussi une charge administrative parfois extrêmement importante, puisque chacun dans son coin transpose un peu à sa sauce aussi parfois d'ailleurs la réalité de ces directives, avec parfois des écarts qu'on peut constater qui sont aussi particuliers entre la transposition dans les différentes entités fédérées, qui peuvent aussi d'ailleurs, le cas échéant, poser des difficultés à la fois dans la transposition, ça c'est sur le plan purement, je veux dire, des règles et des aspects juridiques, mais également dans les exécutions de ces différents textes sur le territoire, même si évidemment les différences entre les entités de notre pays sont moins élevées que les différences qui peuvent exister entre les différents États membres. Cela étant, il peut en exister chez nous. Bref, travailler davantage en amont, avoir un pilote unique, une désignation d'un référent d'entité fédérée qui prend la main pour pouvoir partager en commun l'essentiel d'un canevas, d'un texte de transposition dans les différents parlements des entités fédérées. Voilà une suggestion que nous vous proposons. Alors ça devrait sans doute faire l'objet d'accords de coopération pour y parvenir, mais déjà avant d'arriver peut-être à l'accord de coopération qui ne fût-ce qu'une forme
modus vivendi et de projets pilotes en la matière que vous pourriez porter et vos qualités, je ne dis pas ici, je ne suis pas obligé de le dire, hein, mais vos qualités de rassemblement, de fédérer l'ensemble des forces au nord comme au sud du pays pour tenir finalement ce type d'engagement, je ne doute pas qu'elles seront plus qu'utiles pour que nous puissions par la suite rapidement effectivement traduire ça dans des accords de coopération et pour que ce soit quelque chose de plus structurel par-delà les qualités humaines de rassemblement qui sont vôtres. Voilà ce que nous suggérons, ce que nous souhaitons, et en tout cas merci pour la qualité et l'honnêteté de votre exposé dans quelque chose que nous espérons d'ici un an. Le rendez-vous annuel de l'année prochaine sera un peu plus agréable pour chacune et pour chacun. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Lucien en mevrouw Lambrecht. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer de minister, voor de uiteenzetting die ons niet vrolijk stemt, maar u ook niet, hoorde ik aan uw discours. Want als een van de grondleggers van de Europese Unie en gastland voor heel veel Europese instellingen is deze achterstand toch wel zeer gênant voor een land als België. We kunnen niet effectief gaan meesturen aan nieuw Europees beleid als we eigenlijk het bestaande beleid niet eens implementeren. Ik heb een paar vragen. We kunnen ons niet veroorloven de slechtste studenten zijn. We zijn bij de 3 slechtste nu. Hoe reageren eigenlijk uw Europese collega-ministers en de Europese Commissie momenteel op deze achterstand? En merkt u dat dit ons schaadt? Dan de ambitie is een achterstand van maximum 1%. En we zitten nu, als ik goed begrepen heb, op 2,1 à 2,4%. Heb ik het goed begrepen dat u tegen mei 27 deze achterstand wil opgelost hebben? Of hebt u een andere concrete deadline? Dan het betalen van de dwangsommen en de boetes aan de EU. U hebt uitgelegd dat is inderdaad weggesmeten belastinggeld en in budgettaire tijden totaal onverantwoord. Ook hier heb ik volgende vraag. Ik heb heel veel bedragen gezien, maar over welke bedragen, boetes en dwangsommen gaat het eigenlijk concreet als we de laatste 2 jaar nemen? Kunt u daar een cijfer op kleven? En u hebt ook in u verteld dat er een mechanisme is voor intra-Belgische verdeling van de geldboetes, waar het eigenlijk zou moeten zijn wie meest traag is en niet doet, die moet betalen. Maar hoe ver staan eigenlijk de onderhandelingen met de deelstaten hier? Merken zij de urgentie op van het te laat zijn en hebben zij eventueel al boetes meebetaald in het verleden of hebben zij plannen om dat te doen? Dan het sturen van systematische herinneringen naar collega's ministers. Dat is eigenlijk een passief instrument. En u hebt uitgelegd dat het probleem op elk bestuursniveau zit. En ik denk dat er daar een dwingender mechanisme nodig is. Als die herinneringssturen tot nu toe eigenlijk niet heeft geholpen, welke politieke en juridische hefbomen vindt u dan het meest adequaat om toch te zorgen dat men zowel federaal, maar ook bij die deelstaten de urgentie gaat inzien en dat men ook geactiveerd wordt. Dan zit de bottleneck, u hebt daar een beetje over gepraat, maar zit eigenlijk het grootste probleem eigenlijk aan de kant van de politieke prioriteit of ziet u eerder het probleem aan de kant van de administratie? Of zegt u, we zitten eigenlijk aan beide kanten 50-50 met hetzelfde probleem van traagheid en het niet kunnen of willen uitvoeren? En een derde iets hier, hoe staat u, meneer de minister, tegenover eigenlijk een transparant dashboard, een soort naming en shaming binnen de ministerraad? Want u zegt, ik zeg het ieder maand, maar ik vraag mij af, is dat een lijst met wie eigenlijk te laat is, met hoeveel? Ziet men goed hoe de andere collega's dat doen? Is dat onmiddellijk zichtbaar? En als dat niet is, zouden we dat beter niet doen? En dan als laatste, die Europese richtlijnen die gaan vaak over consumentenbescherming, klimaatdoelen, digitale privacy en de interne markt. En een achterstand in die omzetting, u hebt dat ook gezegd, dat is simpelweg zeer nefast voor de burgers, maar ook voor de bedrijven. Ik heb hier volgende vraag. Liggen die grootste achterstanden hier bij specifieke thema's? Ik meen gehoord te hebben, maar ik kan fout zijn, dat het onder andere een paar keer ging over broeikasgassen, emissie. Ligt het vooral bij de milieuthema's? En hoe weegt u de economische en maatschappelijke schade af van het te laat invoeren van die Europese regels? We hebben natuurlijk de boetes die we moeten betalen, maar we hebben ook de maatschappelijke kosten. Hebt u enig idee door
door die vertragingen, hoeveel we als land, België, als maatschappij mislopen doordat bepaalde regels niet ingevoerd zijn. En dan een laatste vraag. U heeft geduid dat er ook bij de werking van de Kamer iets schort, bij de commissies, bij de plenaire. En dan heeft de voorzitter op gewezen dat we proberen daar wat aan te doen. En u zei ook dat dat u in dialoog staat met de premier daarover. Bestaat daar al een concreet plan van aanpak met een tijdslijn over de manier van werken in de plenaire die kan leiden tot een beter cijfer van omzetting van die richtlijnen? Of zitten we gewoon nog in de fase van het even vertellen aan elkaar? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lambrecht, meneer de minister. Dank u, meneer de voorzitter. Merci, chers collègues, pour vos nombreuses questions. Beaucoup d'entre elles se recoupent, ce qui me permettra d'apporter des éléments de réponse en une seule fois à plusieurs d'entre vous. Madame Debu, il est évident qu'on connaît dans le début du processus une perte de temps significative lorsqu'il s'agit notamment de s'accorder entre les différents niveaux de pouvoir sur qui est chargé de quel volet. C'est dû notamment aussi, bien sûr, à la complexité belgo-belge, mais reconnaissons-le aussi, à la complexité croissante des directives elles-mêmes, qui brassent de plus en plus large et donc qui couvrent en un seul texte un champ plus étendu de compétences qui, pour les Belges, se répartissent entre les différentes entités, ce qui ne fait qu'accroître évidemment les dimensions mixtes des directives. Vous avez été plusieurs, Madame Lambrecht, Madame Debu, Madame Aouche aussi, a souhaité avoir des précisions, notamment sur les modalités ou le timing pour responsabiliser les entités qui sont la cause des principaux retards. Comme je l'ai évoqué dans mon exposé introductif, les discussions sont actuellement en cours avec le cabinet du Premier ministre pour s'assurer que nous sommes, lui et moi, bien alignés sur la proposition que j'ai préparée avec mes services. La volonté étant de pouvoir déposer sur la table du prochain comité de concertation en septembre la proposition de responsabilisation financière de chacun. Il est aussi important de noter, c'est une question qui m'a été posée tant par Madame Lambrecht que Monsieur Dinuzio, qu'à l'exception rare des cas de figure où seule une entité fédérée était exclusivement compétente et était à la source d'un retard ayant emmené une sanction, auquel cas alors elle l'a payé et assumé, l'immense majorité des sanctions financières sont exclusivement à ce stade assumées par la Caisse fédérale, même lorsqu'il s'agit de directives mixtes. Et donc il n'y a pas eu encore de scénario de remboursement ou de participation financière d'entités fédérées dans le cadre mixte. Et c'est précisément cela que je souhaite changer pour responsabiliser davantage chacune et chacun. Vous me posiez aussi la question, Madame Aouche, des modalités de calcul des sanctions financières. Quel est le montant potentiel que cela peut représenter? Parce qu'effectivement, les balises que je vous ai données sont assez larges. Et j'aimerais pouvoir vous donner un chiffre du scénario du pire. Ça, il est toujours possible. C'est-à-dire de prendre 100% des directives pour lesquelles on a de retard, considérer que 100% d'entre elles auront au minimum les 3 millions qui sont imposés à la Belgique et que pour 100% d'entre elles, on y ajoute les 200 000 euros quasi quotidiennes d'astreinte. Mais je pense qu'on aurait un scénario qui va donner un chiffre effrayant, mais qui ne serait pas nécessairement conforme à la réalité. Parce qu'effectivement, la Commission, pour calculer les sanctions financières, elle a mis au point une formule assez savante, qu'elle a demandé d'ailleurs à la Cour d'imposer. Alors je vous en épargne le détail, mais en gros, la Cour, elle de son côté, elle n'explique pas comment elle calcule le montant auquel elle condamne un État membre. Elle tient compte, tout comme la Commission, de 2 facteurs, la durée de l'infraction et la gravité de l'infraction. Après, ça paraît faire l'objet de pondération dans un logiciel dont on n'a pas connaissance. On a peu de marge de manœuvre pour pouvoir agir et faire baisser le montant des sanctions lorsque nous devons nous défendre.
et tenter de convaincre que finalement tel retard est moins grave que tel autre. Bref, on sait juste qu'il y a une astreinte, donc qui est une somme minimale de 3 millions et 91 000 euros pour être précis pour la Belgique, avec la capacité de montant d'astreinte quotidienne entre 3 000 et 198 000 euros par jour. Mais donc à part se faire une projection, une idée de ce que ça peut représenter, je ne sais pas vous donner d'enveloppe précise. Pour ce qui concerne votre suggestion de faire un mécanisme incitatif plutôt que contraignant, dans l'absolu, ce serait génial. Oui. Je crains que si jusqu'à présent les entités ne se bougent pas quand elles risquent de perdre de l'argent, elles seront peut-être encore moins incitées à se bouger avec la perspective d'en gagner un petit peu. Et on n'a pas non plus un cadre budgétaire qui permet de donner autant de carottes, alors que théoriquement, chacun devrait spontanément être au rendez-vous de ses propres responsabilités. Donc je ne pense pas que je pourrais m'aventurer dans un mécanisme financier incitatif. J'ai le sentiment, au contraire, que c'est en frappant dans le budget de chacune des entités qu'elles seront susceptibles de bouger davantage. Vous m'avez aussi parlé du rôle des eurocoordinateurs dont vous souhaitez le renforcement. Dans mon exposé introductif, j'ai pu expliquer quels étaient les endroits où ce rôle d'eurocoordination avait pu être renforcé dans les différentes entités. Et puis, rappelons que leur rôle est prévu dans l'accord de coopération et par ailleurs qu'avec la banque de données centralisée Transbel, on peut espérer qu'il y ait aussi un gain d'efficience lié à cette centralisation de l'information. C'est la vocation même de cette banque de données. Donc si en plus elle a été développée et qu'elle coûte et qu'elle ne produit aucun résultat, il y aura toutes les raisons de s'en plaindre. Mais à ce stade, comme elle n'a pas encore été lancée, je ne peux pas encore lui faire mauvais procès. Je peux juste espérer qu'elle atteindra ses objectifs d'accélération du timing. Sur la directive ATAT dont me parlait M. Piedboeuf, on fera une vérification. On semble me dire du côté de l'administration qu'elle a entre-temps fait l'objet d'une transposition. Donc si c'est le cas, mais tant mieux, ça résout l'interrogation qu'avait M. Piedboeuf. Sur, par contre, la question de la transparence salariale, dont M. Piedboeuf m'a parlé de même que M. Ludgen, Mme Lambrecht a évoqué aussi. Cette directive, elle fait l'objet, on le sait, d'une large couverture médiatique et la date limite de transposition était fixée, roulement de tambour, à avant-hier. Donc au niveau fédéral, les autorités compétentes, mais c'est le SPF Oiseau sous la tutelle du ministre Clarinval et c'est l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes sous la tutelle du ministre Peenders. Les régions, les communautés et les commissions communautaires sont également compétentes. Cela représente au total 9 administrations. Au niveau fédéral, c'est surtout au sein du Conseil national du travail que des retards ont été enregistrés et on ne sait pas encore, honnêtement, quand cette transposition sera achevée. De bevoegde entiteiten dragen de eindverantwoordelijkheid en indien u meer details wenst, vraag ik u om u tot hen te richten. Il y avait également une interrogation tant de Mme Lambrecht que de M. Piedboeuf sur notamment les directives à transposer qui ont une dimension climatique ou environnementale. Je vais alors vous donner l'information, Mme Lambrecht, M. Piedboeuf. Die pakket bevat de richtlijnen inzake de bijdrage van de luchtvaart aan de emissiereductiedoelstelling, de ETS luchtvaart, inzake de handel in broeikasgasemissierechten, ETS deel 1 en 2, ook inzake de bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen, de RED 3 deel 1 en 2, inzake de energieprestatie van gebouwen, de EPBD deel 1 en 2, inzake energie-efficiëntie, inzake het verbeteren van de opzet van de elektriciteitsmarkt van de Unie, EMD 5 deel 1 en 2, en inzake hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof. De meeste van deze omzettingen kennen een gemengde bevoegdheid,
Volgens de meegedeelde kalenders vormen alle deze omzettingen momenteel of in de toekomst een risico op een verwijzing naar het Hof van Justitie van de EU voor latere omzetting en dus op financiële sancties. Pas donc de réjouissance effectivement sur ce volet environnemental et climatique pour lequel il faut qu'on accélère clairement le tempo. Monsieur Di Nunzio me demandait, et Madame Lambrecht aussi, finalement, si on y voyait un peu plus clair sur le classement de celles et ceux qui avaient le plus de retard. In alle transparantie heb ik het haar gezegd, heeft België momenteel 32 omzettingen waarbij de deadline is verstreken en er geen volledige omzetting werd meegedeeld. En binnen de federale regering, wat is het podium? Binnen de federale regering hebben kabinet Verlinden en kabinet Clarinval met 8 omzettingen momenteel de meeste vertragingen, meneer Di Nunzio. En daarna volgt kabinet Jambon met 6 omzettingen. Dat is het podium op federale niveau. Vlaanderen is betrokken bij 13 omzettingen, het Waals gewest bij 12 en het Brussels hoofdstedelijke gewest bij 11. Merendeel hiervan zijn gemengde omzettingen, waarbij ze dus moeten afstemmen met het federale niveau. Ik raad u aan maandelijks onze tabel op de website van FOTBUSA te consulteren om te zien over welke richtlijnen het precies gaat en om de vooruitgang op te volgen. Er bestaat geen provisie, meneer Di Nunzio, in het budget. Dus elke jaar, elke keer moeten we daarover bediscussiëren binnen de regering. En ik droom van een wereld waar geen provisie nodig zou zijn, maar het is nog niet het geval. U had ook vragen rond de globale kosten van deze verschillende boeten. Sinds 2013, het is een paar jaar geleden, 2013 is België in 5 zaken veroordeeld tot het betalen van financiële sancties voor een totaal bedrag van een beetje meer van 17 miljoen euro. Het is een groot bedrag, eerlijk gezegd, 17 miljoen. Het is niet het einde van het proces. Dus we zullen zien in de komende maanden en jaren. Monsieur Ludgen, vous aviez aussi évoqué la préoccupation légitime sur l'égalité salariale. Je renvoie évidemment à tout ce que j'ai pu répondre sur la question de la directive sur l'égalité et la transparence salariale. On sait qu'il y a aussi des difficultés qui viennent du monde de l'entreprise pour favoriser ces transpositions. Mais de manière plus générale, comme vous m'y invitiez sur les questions liées aux femmes, il y a aussi la directive Women on Board. Et là, la date limite de transposition était pour sa part fixée au 28 décembre 2024. Et en avril, notre pays a reçu un avis motivé de la Commission européenne. Le SPF Justice, qui dépend de la ministre Verlinden, et l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, qui dépend du ministre Benders, élaborent conjointement une loi de transposition qui fait actuellement l'objet de discussions au niveau politique. Et selon les administrations, la transposition complète devrait intervenir prochainement. C'est toujours un mot en français qui est utile à utiliser, mais qui ne donne pas beaucoup de perspectives sur un calendrier précis, probablement parce que je ne sais pas encore vous le donner, mais en tout cas, on avance. Vous avez évoqué, et à raison, M. Ludgen, qu'il était regrettable finalement que l'urgence ne soit convoquée à la barre que lorsqu'il y avait le risque de la sanction financière qui tombe. J'aurais presque envie de vous dire que je serais heureux que même dans le cadre de cette perspective de la sanction financière, chacun se saisisse de l'urgence. Mais ce n'est toujours pas le cas.
On continue, nous, de tirer la sonnette d'alarme en rappelant qu'à tout moment, on peut mettre le doigt dans l'engrenage d'une procédure de sanction financière, mais on constate que parfois ça n'émeut pas beaucoup. Or, je pense qu'on a une responsabilité collective. On ne peut pas juste s'en laver les mains en disant « Ok, certes, mon niveau de pouvoir ou mon ministère est responsable du retard, mais comme c'est finalement pas lui qui payera, c'est pas bien grave. » Je pense qu'on doit être pétri de sens de responsabilité sur l'usage des deniers publics dans une approche collective. Je retiens vos suggestions s'agissant de l'Allemagne et de l'Autriche. On pourra toujours regarder comment ils fonctionnent. Maintenant, l'honnêteté m'impose aussi de vous dire qu'au vu de la manière dont fonctionnent nos entités fédérées, je ne vois pas beaucoup d'espace pour que certaines d'entre elles souhaitent avec facilité sous-traiter la gestion de leurs problèmes au niveau fédéral au détriment de leur niveau régional. Voilà, j'ai bien quelques idées de l'accueil que cette proposition pourrait recueillir, mais on prend en tout cas bonne note des suggestions qui sont faites. En ten slotte, mevrouw Lambrecht, wat is de reactie van de andere lidstaten en de commissie? Er bestaat geen reactie. Die komen uit de lidstaten. Maar natuurlijk is de commissie niet super blij. Dus we kregen vaak boodschappen die zeggen, oké, het is nu meer dan ooit tijd om actie te nemen en om de verschillende richtlijnen te kunnen stemmen. Voilà, meneer de voorzitter, beste collega's, j'espère ne rien avoir oublié des questions ou réflexions que vous m'aviez partagées. Si je devais avoir oublié un élément technique, n'oubliez pas de me re-questionner par écrit, sans problème. Dank u wel, merci, monsieur de ministre. Ik overloop nog even de lijst. Madame de Bu, vous avez encore une réaction? Merci, Monsieur le Président. Pas vraiment. Oui, bien sûr, remercier Monsieur le Vice-Premier pour ses réponses. Peut-être, mais bon, ça pourrait être l'occasion d'un suivi au niveau de mes collègues sur la fameuse plateforme que vous avez évoquée. Quelles sont les attentes et les espoirs en termes de réduction des délais. Mais voilà, pour le reste, j'ai eu réponse à toutes mes questions. Merci, Madame Alouache. Non, merci, Monsieur Lucien. Ah, il a disparu. Bon. Il est content de votre réponse. Madame Lambrecht, mevrouw Lambrecht. Nee, meneer Di Nunzio. Ja, dank u wel. Misschien nog even heel kort, meneer de minister. Dank voor uw antwoorden. Het is goed dat die stap wordt gemaakt en ik merk ook dat er bewustzijn is, evident, over het werk dat nog op de plank ligt en dat voor ons staat, want u heeft het zelf gezegd. Die omzetting is belangrijk, ook voor onze competitiviteit. Hè. Als we effectief ervoor willen zorgen dat we de regels goed uitvoeren en dat onze bedrijven daar ook te volle de baten van kunnen hebben, zijn die omzettingen noodzakelijk. En niet in het minst ook om het voortouw te kunnen blijven nemen in Europa. Daar waar we nu achteraan bengelen, moeten wij daar stappen vooruit maken. Nu, op financieel vlak, u heeft daar een opsomming gemaakt van welke van die richtlijnen effectief toe te wijzen zijn aan bepaalde gewesten. Wat ik denk ik niet gehoord heb, is welke bedragen daaraan gekoppeld zouden zijn qua verantwoordelijkheden en of dat er al dan niet geld teruggevorderd is of moet worden federaal ten aanzien van de gewesten. Maar dus ik heb begrepen uit uw uiteenzetting dat in een overlegcomité gaat worden uitgeklaard hoe dat die verdeling zal gebeuren voor de toekomst, maar ook voor de hangende bedragen. Dus ik concludeer ook dat op dit moment alles nog 100% voorgeschoten en betaald is en wordt door de federale overheid. Oké, dus we kijken uit naar de volgende, want ik neem aan dat we het dan eens zijn dat men moet geresponsabiliseerd worden en ook het vuur moet voelen om in hang te schieten. Hè. Dat is een absolute voorwaarde. Dus we kijken uit naar het vervolg en ik hoop dat u effectief zal slagen in uw opdracht om iedereen op één lijn te krijgen. Ik hoop het. Dank u. Voilà, dank u wel, meneer de minister. Het blijkt dat uw antwoorden toch wel behoorlijk afdoende waren. Anders waren er zeker meer reacties geweest. Op 15 juni, goede collega's, verzamelen wij weer om 9:30 uur
voor een briefing met de premier over de Europese Raad. En dan wens ik nu allemaal u allen nog een vruchtbare voortzetting van de dag. Ook aan de minister die ik dank voor zijn